S'il est vrai qu'une personnalité juridique peut être reconnue à un enfant depuis la conception, c'est-à-dire à partir de sa fécondation, on peut être tenté de se demander qu'est-ce qui fait que l'IVG soit permise, notamment en droit français, qui plus est, l'a introduite dans ses dispositions constitutionnelles. D'autant plus qu'il faut le dire, le Comité national consultatif d'éthique, par un avis émis le 23 mai 1984, a souligné que l'embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s'impose à tous. Par ailleurs, nul ne peut être privé de la vie, rappelle le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civiques et politiques de 1966 dans son article 6. Eu égard de ces différents textes, on peut se demander est-ce que le législateur français peut s'autoriser à légaliser l'IVG et par conséquent l'avortement? Qu'est-ce qui justifie la position actuelle du droit français sur cette question de l'IVG? De surcroît, depuis mars 2024, l'IVG est devenu un principe constitutionnellement reconnu en France. C'est ce que nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue au centre d'encadrement Le Génie du droit. Je suis Herman Bika, étudiant à la faculté de droit de l'université Marine Gwabi de Brazzaville. Alors, la question de savoir ce qui fait que l'IVG soit autorisée en France trouve sa réponse et sa justification dans la loi Veil du 17 janvier 1975. Pour réellement comprendre ce qui a motivé le législateur français à consacrer dans le corpus des règles du droit français l'IVG, je propose de diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, nous verrons comment est-ce que l'IVG était perçu en France avant la loi Veil du 17 janvier 1975. Est-ce qu'elle était permise ou interdite avant cette loi? Puis, nous verrons dans une seconde partie comment est-ce que l'IVG était perçu en France à partir de la loi Veil. Est-ce que il y a eu évolution de la conception de cette notion? En passant, quand je dis IVG, ça veut dire interruption volontaire de grossesse. Tout d'abord, l'IVG avant la loi Veil de 1975. Avant l'adoption de la fameuse loi Veil du 17 janvier 1975, force est de faire remarquer que la pratique de l'IVG et de l'avortement était sévèrement sanctionnée en France, en raison du principe de ne pas priver une personne, de ne pas priver autrui de la vie consacrée par le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civiques et politiques de 1966 cité plus haut. De telles pratiques étaient assimilables au meurtre, voire même aux homicides volontaires, car figurez-vous qu'un enfant conçu a une personnalité juridique. C'est donc une personne à part entière. Ce qui nous emmène donc à donner la conclusion suivante. Tuer un enfant conçu équivaut à tuer un enfant déjà né. Utilisons même un superlatif, on peut même être amené à dire que tuer un enfant conçu équivaut à tuer un adulte. C'est en se basant sur ce raisonnement logique, sans doute, que Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, paru en 1995, assimilait l'IVG ou l'avortement à une infanticide, c'est-à-dire au meurtre, voire même à un assassinat d'une personne humaine. Car l'embryon et le fœtus, étant de personnes humaines à part entière, ont une personnalité juridique, donc sont des véritables individus. Cependant, l'évolution de la société française, qui a ainsi influencé le droit positif français, a conduit à la libération de l'avortement par l'acceptation de l'IVG en 1975. Donc la loi Veil du 17 janvier 1975. Voyons cette fois-ci l'IVG à partir de la loi Veil du 17 janvier 1975. La loi Veil du 17 janvier 1975 est considérée comme l'acte de naissance officiel de l'IVG en France. C'est elle qui, pour la première fois, a conduit à la libération de l'avortement par l'acceptation de l'IVG. Bien après elle est venue la loi du 4 juillet 2001 qui est venue faciliter l'IVG en donnant la possibilité
possibilité d'avorter une grossesse de 10 à 12 mois, soit d'une durée maximum de 3 mois, sans que l'auteur de l'acte ne vienne à être sanctionné. On pourrait se demander, mais pourquoi? D'aucuns diront même que c'est une abomination. Mais calmez-vous, je vous en prie. Il convient de noter que la justification d'une telle pratique est faite par la loi Veil elle-même. C'est d'ailleurs ce qui a fait en sorte que cette loi puisse passer au Parlement et que par conséquent qu'elle soit votée. En clair, il ressort des dispositions de l'article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975 que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité. Cela signifie que la loi Veil du 17 janvier 1975 reconnaît bien entendu le principe consacré par le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civiques et politiques de 1966 que nous avons cité plus haut, mais justifie la violation de ce principe par une nécessité, par une situation d'une importance considérable donnant droit à un Français de le violer. Conséquence, l'IVG est devenue admise. Mais attention, quelques précisions doivent être faites. D'abord, il convient de noter qu'au regard de la loi Veil, l'IVG n'est possible, n'est admise que lorsqu'il existe une nécessité, c'est-à-dire une situation d'une importance considérable pouvant justifier la violation du principe de ne pas priver autrui de la vie consacré par le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civiques et politiques. C'est le cas lorsque l'enfant conçu, lorsque l'enfant à naître est atteint d'une maladie d'une gravité extrême, pouvant rendre difficile sa vie ici-bas. Par exemple, atteint d'une maladie héréditaire. Aussi, on pourrait justifier d'une telle nécessité, d'une telle importance, si et seulement si la mère qui va donner naissance court un risque. Si la science médicale pense qu'il existerait un risque pour la mère qui va donner naissance dans les prochains jours, un risque notamment de perdre sa vie, on peut justifier qu'il s'agit là d'une nécessité. Donc, on peut procéder à un avortement. Par ailleurs, la loi du 4 juillet 2001 est venue faciliter l'IVG en donnant la possibilité de stopper, d'avorter une grossesse de 10 à 12 semaines sans que l'auteur ne soit sanctionné par le droit. C'est sur la base de cette loi postérieure à la loi Veil que la jeune Française aujourd'hui peut se lever un bon matin pour évacuer, avorter une grossesse de 10 à 12 mois, donc d'environ 3 mois au maximum, sans justifier d'une nécessité considérable, sans justifier d'une situation d'une importance considérable. Néanmoins, la femme qui pratique une IVG sur une grossesse de plus de 3 mois, sans justifier d'une nécessité, sera sanctionnée par le droit, car il s'agit là d'une interruption illégale de grossesse. L'article 223-10 du Code pénal français dispose que l'interruption de grossesse, un peu plus loin, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Petite observation. Cela ne fait nulle l'ombre d'un doute que la loi du 4 juillet 2001 est venue considérablement bouleverser la notion du commencement, de l'acquisition de la personnalité juridique au stade de la conception de l'enfant en droit français. Car aujourd'hui, le droit français établit une distinction entre l'embryon et le fœtus. Un enfant conçu de quelques jours ou de quelques semaines étant appelé un embryon et celui de plus de 3 mois fœtus, on constate que cette loi de 2001 a donné la possibilité de pratiquer une IVG sur un embryon sans justifier d'une nécessité. En revanche, la pratique de l'IVG sur un fœtus demande la justification d'une nécessité, la justification d'une situation d'une importance considérable. De là, on peut se demander, est-ce que le fœtus est plus important que l'embryon en droit? Si la réponse à une telle interrogation vous intéresse, retrouvez-moi dans une prochaine vidéo dédiée à cette question. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Aimez la vidéo et si vous pensez que cette vidéo vous a rendu service, elle vous a aidé, partagez-la avec vos proches et je vous dis ciao!